Nous sommes là pour parler de William Kentridge, qui est un artiste sud-africain né en 1955 à Johannesburg, et qui a un travail pluridisciplinaire axé autour du dessin, mais pas que. Donc, il fait de l'animation, qui fait des vidéos, des spectacles d'opéra, et j'en passe. Et donc, je suis ici avec Marie-Laure Bernadac, commissaire de 2 expositions de Kentridge en France, co-commissaire avec Sébastien Delot, qui est ici aujourd'hui aussi, de l'exposition qui est en cours au LAM en ce moment. Et puis Sarah Ford, qui a travaillé avec William Kentridge à plusieurs reprises sur la production de ses spectacles. Alors, je m'adresse tout d'abord à Marie-Laure Bernadac. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Alors, William Kentridge, né à Johannesburg, ayant vécu l'apartheid et le post-apartheid, c'est un artiste qui a un travail axé sur le politique, sur des questions raciales, sur la question de la séparation, sur la question aussi d'un changement de point de vue sur l'histoire, notamment en prenant l'Afrique comme point de vue central sur l'histoire, et qui la réinterprète de ce point de vue-là, parmi d'autres. Donc, dans cette habitude de déstabiliser l'histoire, comment est-ce que le projet en 2010 que vous avez mené avec lui au musée du Louvre a opéré justement cette déstabilisation de l'histoire, notamment dans son utilisation de l'égyptologie et son intérêt ou son report sur la figure de Napoléon? Bon, ben, merci Jana, je suis très contente de revenir sur ce projet, un petit projet mais qui m'a fait connaître William Kentridge. Il se trouve qu'il y avait une grande exposition Jeux de paume qui était prévue. Or, moi, à l'époque, j'étais chargée de mission pour l'art contemporain au Louvre, donc j'invitais dans des contrepoints certains artistes vivants à dialoguer avec la collection. Donc, il m'a paru évident quand j'ai appris qu'il y avait cette exposition rétrospective qui se voulait rétrospective de Kentridge au musée du Jeu de Paume et que le musée du Jeu de Paume fait partie du domaine des Tuileries, de demander à Kentridge d'intervenir au Louvre. Le sujet de l'Égypte, on lui a un peu proposé et c'est lui aussi qui, en circulant dans le Louvre, a trouvé dans le département égyptien le lit à baldaquin de Louis XIV et il a dit « je vais faire une projection ici ». Immédiatement, il a vu comme c'était un petit théâtre avec des rideaux, des angelots dorés, enfin, un décor de mise en scène de théâtre qui était donc pour le baldaquin du roi et qui se trouve être d'une très belle salle du département égyptien. Donc, il a tout de suite dit j'aimerais bien faire quelque chose ici, donc dans le département égyptien. Et l'autre partie était dans le cabinet graphique du département des arts graphiques du musée du Louvre. Donc il y avait une partie dessin et une partie film animé. L'Égypte, c'est quelque chose qui l'intéresse depuis longtemps. Il y a beaucoup travaillé dessus sur la flûte enchantée. Donc, il y avait déjà les ruines, les pyramides, tout un symbolisme lié à l'égyptomania qui était présente. Travaillé sur Isis. Donc, c'est à la fois un choix du département du Louvre et la prolongation de ses intérêts personnels. Donc, on lui a présenté avec mon collègue des conservateurs de dessin un certain nombre de dessins d'égyptomania qui allaient de Lebrun, Carracci, jusqu'à David, non pas David, Delacroix, Poussin. Enfin, on lui a présenté plein de dessins égyptiens, pyramides, archéologues, voyages, etc. Il a fait son choix lui-même. Alors, ce qui est extraordinaire avec William, c'est que c'est toujours un homme très, très occupé. Il était très, très pris, débordé d'opéra, de la rétrospective. Il m'a dit, j'ai très, très peu de temps pour travailler. Donc, en gros, il fallait tout faire en un mois. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a relevé le challenge et non seulement il a eu le temps de choisir des dessins, mais de créer des nouveaux petits drawing for projection, dans les carnets d'Égypte, puisque l'exposition s'appelait Carnets d'Égypte, sont à la fois des carnets de dessins nouveaux sur des thèmes égyptiens. Donc, ce qui l'intéressait dans les thèmes égyptiens, ça valait aussi bien du sphinx, qui peut devenir chat, de la métamorphose, les archéologues, la pyramide, tous les fantasmes dans une Égypte un peu imaginaire, qui va à la fois une Égypte littéraire, une Égypte d'opéra, et donc c'est tous ces temps mélangés. Le musée du Louvre étant lui-même une superposition de temps, puisqu'il était dans un baldaquin Louis XIV du département égyptien, lui-même dans l'aile 17e du Louvre, dans la cour carrée. Bon, il y a toute cette superposition de temps qui font que pour lui, il peut mélanger tous les temps sans problème. Et ce qui était merveilleux dans les petits films, c'est que lui-même apparaît. C'est un peu dans les premières fois où il apparaît, en fait, dans toute cette série des petits carnets, il apparaît, dédoublé. Hein, on parle de séparation, on est toujours dédoublé en deux personnages, en gros un bon, un mauvais. Et il a mimé les gestes des archéologues. Alors l'archéologie, pourquoi? Parce qu'il y a le problème du fragment.
qui évidemment est une base de son travail. Il y a évidemment le dessin assez classique qu'on voit dans des dessins de lions, enfin de sphinx, de lions, de chats qui se métamorphosent, mais il y a aussi la reconstruction par fragments de papier déchiré, découpé, qui sont des morceaux d'histoire. Il y avait aussi des supports sur lesquels il a travaillé. Il travaille souvent sur des registres anciens, sur des vieilles gravures, où il y a un travail de réinterprétation comme ça d'un support ancien sur lequel il applique ses nouveaux dessins. Donc, à la fois le processus et la thématique collaient parfaitement au Louvre. Et c'était donc entre dessins animés et sur le thème de l'Égypte. Voilà, en quelques mots, le projet. Et justement, la question du dessin m'intéresse parce que c'est un artiste qui a un dessin virtuose, quasiment, et qui s'intéresse beaucoup à l'histoire. C'est quelqu'un d'extrêmement cultivé, qui néanmoins a un trait qui n'est pas très référentiel. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais il a un trait qui est très particulier, très à lui, très rapide. Et en même temps, il n'a pas du tout un rapport mystifiant parce qu'il efface ses dessins, il les refait. Il y a quelque chose de très virtuose, en même temps très instable dans son rapport au dessin. Et ça Oui, m'intéresserait de savoir ce que vous en pensez justement de cette... Vous avez tout à fait raison. Il a inventé un style de dessin qui n'est qu'à lui, qui n'est pas un dessin figuratif, naturaliste, comme certains peuvent le penser trop rapidement, parce que c'est un processus mental. D'abord, il explique d'où vient le dessin, puisque j'ai échoué comme acteur, j'ai échoué comme peintre, donc il me restait que le dessin. Mais le dessin, c'est sa ligne de vie, c'est tout. C'est-à-dire qu'à partir du dessin, c'est son corps, c'est le geste, c'est le mimétisme. Il parle du dessin comme dans du mime. Le mime n'imite pas la réalité. Il a une façon de faire penser à des choses, mais le mime n'est pas une illustration fidèle de la réalité. Et pour lui, le dessin, c'est pareil. C'est une pensée en mouvement. C'est une pensée qui vient de mental. D'ailleurs, il explique quand il est dans l'atelier, il marche très longtemps avant que le dessin arrive. Il ne s'agit jamais de copier quelque chose. Le dessin est à la fois une idée et en même temps saisit les choses, saisit l'histoire, saisit les objets, mais avec tout son corps. Il y a tout un processus. Donc, il est venu très naturellement au dessin animé parce que c'est un dessin en mouvement qui est beaucoup plus proche de la vie, du processus mental, du processus de l'évolution de sa pensée. C'est parfois une suite du coq à l'âne. Ça lui permet de faire des ruptures, d'effacer, de reprendre, de passer d'une scène à une autre. C'est toutes ces associations. Il fonctionne beaucoup par association. D'ailleurs, même dans ces fameux Drawing for Projection, le titre même, c'est des dessins pour être projetés, donc c'est le cinéma, on est dans le cinéma. Donc tout ça est très logique entre sa formation d'acteur chez Jacques Lecoq, donc son utilisation des mouvements, des gestes et du corps, qui ont finalement jamais abouti à être un acteur, sauf qu'il est un acteur extraordinaire dans ses films, comme vous avez pu le voir, mais l'ont conduit à inventer un type de dessin qui englobe tout, de même que c'est un artiste total. Vous avez parlé de ce côté pluridisciplinaire qui a fait à la fois des dessins, des gravures, des sculptures, de la mise en scène. Enfin, qu'est-ce que n'a pas fait William Kentridge? Je veux dire, c'est un univers qui se déploie de façon théâtrale, scénique, narrative et avec un ancrage très politique. Et vous avez évoqué aussi rapidement son lien à l'histoire de l'art. On s'est rendu compte avec Sébastien, quand on est allé le voir et qu'on a eu cette chance de voir ses ateliers, que ses premiers amours, c'était évidemment Hogarth, c'était vraiment Watteau qu'il aime la peinture ancienne. Et il était très, très content d'être au Louvre. C'est pour ça qu'il m'a dit, même s'il était débordé, oui, je ferai quelque chose, parce que c'est aussi l'histoire de l'art, c'est aussi son univers. C'est son univers, mais d'un point de vue d'un Africain du Sud, qui pourtant, dans les années 70, n'avait absolument pas accès à tout l'art contemporain et même à l'art moderne. Il n'y avait quasiment rien en Afrique du Sud. Donc, ça explique aussi un peu ses débuts beaucoup plus militants et que ses sources, donc on a évoqué un peu dans l'exposition, sont l'expressionnisme allemand et le constructivisme russe. Donc, deux arts militants qui se servent du graphisme, de l'affiche, du théâtre, de la propagande. Donc, il y a aussi ces sources-là. Donc, c'est vraiment un mélange de beaucoup, beaucoup de sources. Très intéressant. Je reviens un petit peu en arrière sur la question de. Enfin, vous avez fait référence au mime. Et pour ceux qui nous regardent, William Kentridge a vécu à Paris dans les années 80 et il a fréquenté l'école Jacques Lecoq où il a tenté, après avoir échoué de drama school, l'école de théâtre, parce qu'il rêvait de devenir acteur. Il a tenté justement de venir en France et de devenir mime. Et en effet,
il explique que ça a été formateur pour lui, non pas pour devenir acteur, mais justement pour faire ce qu'il fait, dans le sens où c'est quelqu'un qui, comme il explique lui-même, n'est pas capable de faire un storyboard, il n'est pas capable de raconter une histoire jusqu'à la fin. Enfin, il le dit ça un petit peu de façon un peu provocatrice, bien sûr, mais en tout cas, ça lui permet d'être fragmentaire, justement, et d'aller dans différents univers. Mais ça m'amène aussi à vous interroger, vous, Sarah Ford. Vous êtes fondatrice aussi de Quaternaire, donc la maison de production pour les arts du spectacle. Oui, donc j'ai fondé Quaternaire, c'est une association donc en 2006. J'avais travaillé avant pour une autre agence avec des artistes phares comme Robert Lepage, La Human Steps et Dumtype. Donc, toujours le lien entre les arts plastiques et le spectacle vivant. Et j'avais envie de faire mon choix, d'avoir des artistes qui représentent mes envies, mes désirs au spectacle. Donc, il y a très peu de texte, c'est très visuel. Donc William, effectivement, donc ça, c'est tout à fait cette catégorie. Voilà. Donc avec William, c'est plus récent. Donc on peut revenir à l'histoire. D'accord. Donc pour ceux qui regardent, c'est vrai que votre travail est assez reste toujours un petit peu dans l'ombre. On n'a pas toujours conscience que les artistes plasticiens ont recours à des boîtes de production. Et en effet, c'est le cas pour Kentridge comme pour d'autres avec qui vous avez travaillé. Et justement, ça m'intéresse tout particulièrement parce que d'une certaine façon, vous semblez réaliser les rêves de Kentridge de devenir acteur, de faire des opéras. Parce qu'à un moment donné, il voulait aussi faire de l'opéra. Et on lui a expliqué qu'il fallait lire de la musique, ce qu'il a un petit peu décontenancé. Donc, vous arrivez et vous fournissez une équipe, un savoir-faire finalement qui lui permet aussi de s'adonner à ces projets, j'imagine. Mais je suis assez curieuse de savoir comment vous l'avez rencontré. Alors, William, la première rencontre, c'était en 2009, quand on a repris Wojciech on Highfield. Donc, le lien entre moi et William, c'est Handspring Puppet Company. Et je pense que je ne sais pas si votre public connaît Handspring Puppet Company. Beaucoup de gens connaissent Walrus et les chevaux qui ont été présentés à Paris récemment. Donc, c'était leur moment de gloire. C'était beaucoup plus tard. Mais depuis 92, William et Handspring Puppet Company travaillent ensemble. Et ça, c'est le début de son travail scénique. Et ils ont travaillé ensemble pendant très, très longtemps. Ils ont produit des spectacles partout dans le monde. Et moi, j'ai commencé à accompagner Handspring en 2009 avec la reprise de Wojciech on Highfield, où j'ai rencontré William à Paris, très glamour, il commençait à être très connu dans son milieu. C'était la première rencontre et par la suite, on s'est assis ensemble et il m'a invité à manger des macarons et boire un thé dans le Marais pour discuter de son travail. Voilà. C'est très, très William, hein, c'est très gentleman et donc, on a commencé à parler de cette relation entre l'art, des beaux-arts, son travail et l'art de la scène, son envie de reprendre, parce qu'à ce moment-là, au fait, on ne faisait que des reprises de Handspring Puppet Company. Donc, c'est depuis, on va dire, 2012-2013 que son travail scénique a beaucoup repris avec des nouvelles créations. Mais avant cela, c'était le travail avec des marionnettes, avec les dessins de William, ce mélange multidisciplinaire qui est très typique du travail de William. Donc, donc je travaille avec Handspring séparément et avec William séparément. Et avec d'autres artistes d'Afrique du Sud, j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec ces artistes. Et donc, quelque chose comme Quaternaire, on est un peu rare parce que travailler dans le milieu de l'art du spectacle, on ne le fait pas pour l'argent ni le gloire. Enfin, moi, je suis très rarement sur des Zooms ou demander d'être sur des Zooms. On travaille dans l'ombre, donc on fait tout ce que vous ne voyez pas. Donc, tout ce qui est préparation humaine, parce que le spectacle vivant, en fait, c'est beaucoup de relations de travail, comme vous avez parlé des studios de William, en fait, il se réunit, il est entouré de beaucoup de personnes. Donc, il faut gérer toutes ces personnes, tous ces contrats. C'est pas très, très intéressant, mais il y a beaucoup de gestion d'ateliers de préparation, de relations humaines, jusqu'à ce que le spectacle y arrive sur la scène.
Donc, ce que le public voit, c'est le soir du spectacle, mais derrière cela, il y a des mois, des années de financement, de recherche de financement, de préparation du spectacle. Et tout ça dans l'ombre. Donc, vous ne voyez pas. Tant mieux. Tant mieux. Mais Pas d'amour. Donc, voilà, c'est... maintenant que je vous ai sous la main, je vais quand même sortir un peu de l'ombre. Oui. Et je suis assez curieuse de savoir comment est-ce que ça a été plus difficile pour vous d'intégrer la partie dessin dans les arts du spectacle? Est-ce que c'est William Kentridge qui a apporté des solutions déjà toutes faites à cela? Comment est-ce que cette négociation s'est faite? Parce que c'est assez particulier ces spectacles, notamment, alors le titre m'échappe, mais ces spectacles où il fait des sortes de lectures, où il est comme un professeur, il parle et donc il brise un petit peu la quatrième dimension, parce qu'il vient un petit peu, la personne qui a pensé le spectacle vient sur scène. Comment est-ce que ça vous rend la tâche plus difficile? Est-ce qu'il y a des spécificités à ce type de travail? Et puis finalement, par rapport au dessin, comment est-ce que vous avez géré tout ça? En fait, là, ça évoque beaucoup de questions parce que le rôle d'un agent pour le spectacle vivant, déjà, c'est un rôle qui n'est pas très connu parce que les gens ils ne cherchent pas à le faire parce qu'il n'y a pas d'argent dans ce métier. Donc, je décourage tous ceux qui pensent que c'est le métier à suivre. Mais donc, le rôle d'agent, en fait, est d'accompagner, mais il faut attendre la volonté de l'artiste. Donc, si William ne me demande pas son avis, je ne vais pas lui donner mon avis par rapport à ça. Voilà, c'est ce qu'il est en train de faire. Mais il m'arrive de très spontanément d'être demandé, de faire des choses que je n'ai pas du tout l'habitude de faire. Par exemple, quand on était en train de faire Ulysse au Lincoln Center à New York, j'étais en train de regarder les répétitions avec grand plaisir et il me donne des carnets, il me demande de prendre des notes de mise en scène et puis après de faire un rendez-vous avec l'équipe après le spectacle, ce qui n'est pas tout à fait mon job, mais ça m'a fait hyper plaisir de le faire pour William, bien sûr. Donc, au fait, donc c'est chaque fois qu'on intervient, donc notre rôle et de conseiller, mais c'est de respecter la vie privée de l'artiste et ses propositions. On n'intervient pas du tout, sauf si on nous demande notre avis. Donc, le travail peut être tout fait. On peut nous demander si c'est trop long, si c'est pertinent. Je donne mon avis si on me pose la question. Et le dessin dans cette aventure de travailler avec William Kentridge? Alors, le dessin, c'est une partie. Donc, alors, si on revient sur les spectacles de Hans Spring et William, on revient en arrière dans une période de l'histoire très tourmentée. Donc, ce qu'il racontait avec Wojciech Reifeld, avec surtout Ubu and the Truth Commission qu'on a fait. Donc, c'était en 2013. On a tourné ce spectacle partout en Europe. Aussi pendant les attentats au Bataclan. Donc, c'était un moment pour nous qui était assez douloureux par rapport à l'histoire et l'actualité. Le fait qu'il y a des dessins dans le travail de William qui racontent des sujets douloureux, on en a pensé avec ma collègue de travail. Et effectivement, ça donne un peu de distance ne pas avoir, par exemple, une photographie de cet événement. Parce qu'on est avec des acteurs sur scène, on a besoin de se concentrer sur l'histoire qu'ils racontent, sur l'ambiance du spectacle, sur la globalité de l'œuvre qui est sur scène. Donc, si on est bombardé de photographies, de choses qui nous bloquent la vision, cela pourrait détruire un spectacle. Donc, en fait, le fait d'avoir un dessin, et souvent, en fait, ces dessins de torture, par exemple, ça peut transformer en une scène d'abattoir d'une vache, par exemple. Vous avez vu dans les films d'Ubu sur la plage. Donc, on part d'une scène très violente qui est transformée en film de rêve, en dessin de rêve, et ça permet de trouver au fait une autre interprétation de cette violence. Ça donne un petit espace de respiration, le fait d'utiliser du dessin dans le spectacle. Oui, j'imagine aussi une espace de projection pour le spectateur et de distance, justement, ce vide qui se crée par le biais du dessin. Je ne sais pas si c'est ça que vous essayez de dire, parce qu'il y a l'histoire sud-africaine est à la fois déjà de l'histoire et en même temps elle est présente encore dans le territoire. Donc il a une vraie conscience de ce que c'est que d'avoir une plaie encore assez vivante lorsqu'on traite certains sujets.
Ouais. Et je pense que le dessin, en fait, ça adoucit au fait la violence, mais sans pour autant qu'on arrête de le raconter. L'histoire est là. Ubu, c'est un spectacle très très violent où on sort avec beaucoup d'émotions, mais où on n'a vu aucune image photographique, où on a eu juste des allusions, enfin des allusions fortes par le dessin. Donc ça permet de raconter des choses que vous dites qui sont très très dures. Est-ce que vous sentez une différence justement dans les publics d'art plastique comparé au public des arts du spectacle, ou est-ce que vous êtes en mesure de comprendre cette différence? Il y a une vraie différence entre enfin, les spectacles avec les marionnettes, qui étaient souvent de petite échelle. Enfin, on pense qu'il a commencé à travailler en 92 avec une compagnie qui avait 10 ans d'existence. Donc forcément, c'était des petits formats, pas très coûteux, qui ont tourné partout, partout. Maintenant, on arrive avec une logique plus d'opéra, des grands spectacles avec une composition musicale originale. Enfin, c'est l'influence de l'opéra aussi qui a donné des moyens et puis des moyens de rêve aussi à William. Ça fait partie de son histoire aussi, donc de partir de la politique à cela. Par contre, la politique est toujours présente quelque part. Enfin, dans The Head and the Load, c'était sa version de l'histoire, enfin, de la Première Guerre mondiale, le soldat africain oublié. C'est très, très poignant. Donc, le dessin dans tout ça, effectivement, quand j'ai parlé de la photographie, c'était un mélange de documents photographiques avec des dessins, avec aussi des projections d'ombre. Alors, ces trois volets sont maintenant de plus en plus, plus importants. Donc, la projection aussi dans ces spectacles, c'est en termes de visuel. Donc, on n'est pas que sur le dessin. La projection est aussi un dessin, mais c'est un ombre qui est projeté, donc qui fait partie de l'œuvre totale. Nous parlons d'œuvres récentes de William Kentridge, qui associe toutes les disciplines qu'il pratique devant un public en live. Mais Sébastien Delot, ça m'intéresse justement de revenir un petit peu en arrière. Vous avez eu certainement l'occasion de revisiter la genèse du travail de Kentridge, notamment l'apparition de l'animation et l'association entre le dessin et le cinéma. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, moi, je tiens à dire que, effectivement, l'association qui s'est nouée entre Marie-Laure et moi pour ce projet est née, je dirais, bien entendu, de notre goût pour l'œuvre de Kentridge et de notre envie de montrer enfin en France une œuvre trop largement méconnue et qui est souvent, et c'est un peu aussi de la difficulté quand on se frotte à l'œuvre de William Kentridge, c'est qu'on essaye souvent de la subdiviser, soit côté cinéma, soit côté opéra, soit côté que dessin. Mais en fait, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une œuvre totale. Et justement, l'exposition du LAM essayait et tentait de tisser des liens, de nouer des connivences entre ces différents pans où effectivement le dessin est toujours au cœur de la production. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur à Marie-Laure et moi, et je crois que c'est aussi une des forces de cette exposition, au-delà du fait qu'on s'appuie sur des moments forts de la culture française et qui insufflent une certaine dynamique dans les œuvres de William Kentridge. Mais vous avez tout à l'heure, en tout cas, à la fois Marie-Laure comme Sarah ont évoqué bien sûr la question du dessin. Et moi, je voudrais revenir juste une petite seconde sur ce sujet avant de tenter de répondre à vos questions. Je trouvais en tout cas intéressant le fait que vous évoquiez l'une et l'autre le rapport de William bien sûr au dessin comme une manière finalement d'éprouver des idées et que finalement le dessin, c'est une version un peu élaborée de la pensée de William Kentridge. Et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'à la différence de la photographie, même si il ne faut pas s'y tromper, parce que récemment, j'ai pu voir, et c'est d'ailleurs assez formidable, le musée en Italie du Castello di Rivoli, avec Caroline Christophe Bagariev, qui est en train de monter une archive de William Kentridge à partir, je dirais, des scories du studio. Et ils ont fait quelque chose de très intelligent. Ils sont en train de récupérer justement plein de choses qui sont jetées par Kentridge ou qui n'étaient pas conservées jusqu'à présent parce que justement ça participe du processus de création
où on voit que là, justement, William se prend en photographie, où il y a des photographies et qu'il aide justement à construire un certain nombre de ses dessins, films, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, le dessin, c'est à l'opposé d'une photographie parce que c'est pas, ça ne vient pas instantanément comme une photographie. Alors que justement, c'est cette façon, et je crois que c'est peut-être la chose la plus forte dans l'œuvre de son rapport au dessin, je crois que c'est la façon qui est à la fois incertaine et imprécise. Et le dessin, en fait, s'élabore à cet interstice entre l'imprécision et l'incertitude. Et c'est ce modèle-là qui construit tout le sens, je crois, dans son rapport finalement au dessin. Donc ça, j'avais envie de revenir sur cette question parce que c'est vrai qu'on a toujours un peu tendance à imaginer que voilà, William va dessiner de manière très spontanée. Alors oui, il y a cette spontanéité, il y a cette force. Et effectivement, quand il a réalisé ce grand mur au musée, on a pu voir ce souffle incroyable qui l'a parcouru, qui l'anime. Mais quand il réalise des films ou quand il réalise justement certains types, on va dire, de nature d'œuvre, il y a tout un travail préparatoire et la photographie n'est pas absente, je dirais, de ses réflexions et de ses trajectoires. Donc ça, c'est important aussi je pense que comme chaque artiste, et c'est tout à fait normal et logique, on construit un propos, on écrit un mythe, on y participe nous-mêmes hein, en tant que commissaire d'exposition, historien d'art, mais c'est aussi à nous d'aller, je dirais, un peu déceler, défricher ces territoires peut-être plus inattendus pour pouvoir partager avec le public, avec la plus grande clarté possible, justement, la richesse et la fécondité de ce travail. Donc voilà, donc ça c'était un petit point. Alors évidemment, sur la question, ce dont on n'a pas encore parlé, mais qui est fondamentale dans cette technique, cette question de l'effacement. Alors la question de l'effacement, c'est quelque chose de central. Comme tous les grands artistes, Marie-Laure l'a dit tout à l'heure, il y a la question du doute. Et je dirais que Kentridge est un des artistes de ces grandes familles d'immenses artistes où le doute est un moteur, un vecteur qui lui permet à la fois d'interroger le monde dans lequel il existe, mais aussi de dépasser et de proposer un regard tout à fait autre. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, cette image qu'il propose à travers ce processus de l'effacement, de redessiner dessus, et de cette question des traces, eh bien, on voit tout de suite, à travers ce trait dont vous avez parlé, finalement, Kentridge invente un dessin où la trace ou cette question de l'effacement évoque le passage du temps. Alors que la plupart du temps, on a un dessin qui est terminé, qui est fini, ou une ébauche, ou quelque chose qui semble être un geste accompli. Alors que Kentridge, lui, nous propose exactement l'inverse, c'est-à-dire quelque chose où le souvenir va être finalement le point de départ d'une narration qu'il propose et d'une narration que, j'allais dire, le visiteur, le spectateur va pouvoir se reconstruire. Finalement, il va pouvoir se reconstruire. Il laisse à chacun une certaine part d'imagination face à son œuvre. Et ça, c'est très fort, c'est-à-dire qu'il nous embarque, il nous invite à regarder cette œuvre-là, mais en même temps à s'approprier. C'est aussi peut-être un des grands talents de William Kentridge. Sarah le disait, il y a beaucoup de monde qui travaille autour de William Kentridge. Et William Kentridge, je crois, moi, ce qui m'a le plus surpris, ce qui m'a le plus ému, c'est aussi effectivement ce côté très gentleman, homme extrêmement cultivé, très bien élevé, mais en même temps qui a cette capacité, ce génie, j'ose le dire, à finalement arriver à déceler les talents chez les uns et les autres et à embarquer et à accepter cette spontanéité et pas que tout soit pas totalement guidé. C'est-à-dire qu'il va prendre cette énergie pour justement arriver à nourrir son œuvre des qualités des uns et des autres et il sait s'entourer de talents. Et en regardant beaucoup de documentaires sur lui, qui le visitent dans son studio, dans son atelier, cela m'a vraiment fait penser à la façon dont travaille un cinéaste, un réalisateur de cinéma, notamment dans la façon de travailler avec les équipes. Quel est le cinéma de Kentridge aussi? Parce qu'il a un rapport très particulier au cinéma. Mais peut-être Sébastien, vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur cette question de la démarche de travail justement, et notamment aussi le parallèle entre le producteur et le curateur. Parce qu'en entendant parler Sarah Ford, je me suis dit, est-ce que finalement il y a une si grande différence? Je dirais que oui, je pense qu'il y a une grande différence entre un commissaire d'exposition et un producteur. Je dirais que le rapport de complicité doit être construit,
Et justement, il faut à la fois écouter l'artiste, euh, l'accompagner et savoir être en retrait en même temps, un peu ce que racontait Sarah, c'est-à-dire justement, je crois, en tout cas, notre rôle en tant que commissaire d'exposition, c'est à la fois d'avoir une conscience nous-mêmes aiguë de l'histoire et une conscience aiguë de la place qu'un artiste peut avoir dans cette histoire, mais en même temps de ne pas faire ce que j'appelle des expositions aéroports qu'on pourrait retrouver un peu partout sur la planète, mais justement d'enraciner cette exposition ou ces expositions dans un sens plus profond, le sens du lieu dans lequel on a décidé, je dirais, d'incarner cette exposition. Et c'est ce qu'on a fait avec Marie-Laure, en réfléchissant, en donnant des clés de lecture au public, que ça soit justement sur un certain nombre de sources, que ça soit ce rapport au théâtre, Lecoq, ce qui a été évidemment évoqué du fait de son passage à Paris, une manière aussi, parce que c'est intéressant, plein d'acteurs qui sont passés chez Lecoq ont été par la suite vers le cinéma, vers le théâtre. Donc on est au carrefour de ces questions. C'est aussi intéressant, comme ça a été souligné, on imagine des formes d'évidence, de découverte de certains cinéastes comme faisant partie, je dirais, du curriculum classique. Par exemple, Méliès, moi j'ai été surpris quand William Kentridge nous a dit qu'il a finalement découvert l'œuvre de Méliès dans les années 90, alors qu'on pourrait imaginer que l'œuvre de Méliès étant un grand classique, comme pour lui Vertov ou d'autres, Marie-Laure pourra en parler tout à l'heure, son lien au cinéma surréaliste, au cinéma russe, à mille et une références. On aurait pu imaginer que ça faisait partie, j'allais dire, de la famille de références que William Kentridge avait en tête. Eh bien non. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est cette manière finalement dont un artiste va naviguer. Vous parliez tout à l'heure de fragments avec justement ce refusal of time. Finalement, cette histoire de l'humanité, qu'elle soit sur des enjeux, je dirais, politiques ou qu'elle soit sur des enjeux culturels, on en hérite par fragments. On est entre nous-mêmes émetteurs-récepteurs d'un petit morceau de l'histoire et finalement, à l'échelle de l'humanité, évidemment, on est ça fait prendre la mesure de notre humanité, justement. C'est pas grand-chose à l'échelle de l'histoire de la planète ou de l'évolution, mais en même temps, cette histoire est magnifique et c'est à nous de lui en donner tous les contours. Vous me faites penser à quelque chose, justement, le fait que Kentridge soit un raconteur d'histoire. Et vous avez parlé justement de contextualisation et que c'est le rôle du curateur aussi en invitant un artiste, notamment pour la première grande rétrospective de son travail en France. C'est aussi le rôle du curateur d'enraciner en fait cette perspective-là. Plus précisément, quelle a été la perspective de William Kentridge dans cet enracinement français par rapport à son histoire personnelle, mais aussi à l'histoire de la France? Alors ça, je crois que c'était une idée de Sébastien dès le départ, avec laquelle j'adhérais complètement. C'est montrer les sources françaises. Alors, on a tout un petit documentaire sur Lecoq, sur l'école Jacques Lecoq, pour qu'on comprenne un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait apprendre dans les années 80 à l'école Jacques Lecoq. Donc, on a retrouvé des photos de William, des photos de studio, de voir un petit peu comment il travaillait le corps. Bien sûr, l'hommage à Méliès a été très important dans cette rétrospective, puisque vous avez évoqué le cinéma, et le fantastique de Méliès est évidemment une de ses sources. De même, Ubu, Jarry, on a évoqué aussi Dada, l'expressionnisme allemand, le constructivisme russe. Mais l'enracinement français s'était articulé autour de Lecoq, Jarry et Méliès, qui est déjà une trilogie très importante parce qu'elle a à la fois du corps, de la danse, du cinéma et de l'absurde, de l'absurde et de l'humour Dada, pré-Dada de Jarry. Je ne sais pas si je dirais que moi je compare un réalisateur avec ses cinémas, parce que bien sûr, il y a cette production collective, vous avez bien parlé de cette énergie collective, c'est Sébastien, je crois que comment il arrivait à rassembler tous ses talents et en faire une énergie collective, mais c'est aussi quelqu'un qui est capable d'être seul dans le studio. Tout ça, cet agrandissement dans l'espace et dans le collectif parle d'une réflexion très solitaire, hein, l'artiste lui-même face à lui-même. C'est en effet, l'artiste est son propre modèle, ce qui est quand même très original dans la tradition du peintre et son modèle seul dans l'atelier face à la toile. Lui, c'est face à la caméra, hein, donc il se trouve que c'est pas un chevalet, c'est sa caméra, cet écran et ce dédoublement. Donc il y a surtout ce qu'on a beaucoup aimé dans l'exposition, qu'on avait vu d'ailleurs. Il faut quand même dire que cette exposition vient en partie du musée de Bâle. On a eu quand même la chance de pouvoir, dans le planning très 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 chargé, William Kentridge, partir d'une base
qui était au Kunstmuseum de Bâle, qu'on a bien sûr complètement adapté grâce à la scénographe, à l'espace et aux ajouts auxquels tenait beaucoup Sébastien. Mais il y avait quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est ses premiers petits films avant les Drawing for Projection des années 80, qui sont sur un espèce de petit écran de Super 8, comme on avait tous dans nos familles. Et là, on voit à la fois le burlesque, l'humour, les premiers dessins d'effacement avec l'encre, William comme acteur, comme performeur, il y a aussi ce côté performance. Donc, pour moi, c'est autant du côté de la performance filmée, du dessin animé, mais pas au sens traditionnel du dessin animé, mais au sens d'un dessin auquel il donne corps et âme et qui porte tous ses projets et qui du coup s'agrandit à la scène, s'agrandit au cinéma. Mais là encore une fois, il est transgenre, j'allais dire, déconstruit absolument toute la catégorie parce qu'on n'est pas dans une des catégories, on englobe toutes ces catégories en même temps. Bien sûr, le fil politique qui est toujours là. On a parlé de Refugee of Time comme homme universel, mais je crois qu'il fallait insister sur que le dernier spectacle, The Head and the Load, c'est profondément politique et c'est profondément lié à l'Afrique et à la critique du colonialisme. Donc c'est comme un message universel qu'il donne. Alors là aussi, encore une fois, de façon toujours très subtile. Je veux dire, c'est ça qui est magnifique chez Kentridge, c'est qu'il n'y a jamais un discours dogmatique, unilatéral. Il y a une pluralité, une multitude d'approches, tant dans la façon dont il fabrique le spectacle, la multiplicité des personnages, les références de musique. Tout ça est un espèce de grand puzzle, hein, en fait, gigantesque, de plein de sources d'énergie, de références directes, et qui sont vraiment uniques, je dirais, uniques dans la création contemporaine. Et il y a une vraie conscience d'être chez lui, d'être un homme blanc, cultivé, ayant fréquenté des écoles pour blancs uniquement, et jouant un rôle très particulier justement dans l'histoire de l'art et dans l'art contemporain par rapport à cet héritage. Comment l'interprétez-vous justement, cette présence de l'homme blanc, toujours habillé pareil, un petit peu entre le fonctionnaire et la neutralité de cet homme de bureau comme ça? Alors, il y a deux versions de William. Il y a la version filmée du vrai William et puis la version dessinée. Donc, ça dépend de quoi on parle parce que William, en fait, il se dessine beaucoup. Il se dessine en industriel, riche, pourri, etc. Donc, on voit William, on voit son père, on voit quelqu'un d'autre. Il y a des reflets. Donc, il y a William en amour, donc avec quelqu'un en face. Donc, il y a une histoire d'amour qui se finit ou qui ne se finit pas. Donc, après, quand j'ai dit à William, est-ce que c'est toi? Il dit, oh, ça pourrait, ou c'est quelqu'un qui me ressemble. Donc, je pense que c'est après William ou Sébastien Marello, vous pouvez dire ce que vous avez envie de dire par rapport à votre connaissance de l'histoire de l'art. Mais pour le spectacle vivant, de se dessiner, de se mettre sur scène, de se montrer, c'est une façon de s'approprier du spectacle, de dire c'est à moi, ça m'appartient, c'est mon avis, je l'assume. Voilà, et j'assume au fait que je suis blanc. Alors ça, c'est plutôt la version dessinée, imaginée. Donc, c'est de s'assumer au fait. Donc, alors, l'autre William qui arrive plus tard, je dirais, dans les spectacles à partir de Refuse the Hour, c'est William qui se filme. C'est plutôt un William qui aime bien jouer avec son image, qui ne se prend pas au sérieux, qui après nous délivre un spectacle glorieux, de toute beauté, mais tout en se moquant de lui-même. Quand vous avez parlé des plateaux de cinéma, pour dire que est-ce que c'est comme un plateau de cinéma? Je peux dire que non, parce que les plateaux de cinéma, c'est très ennuyeux. Travailler avec William en direct, ce n'est pas ennuyeux du tout. C'est le chaos, c'est les gens qui courent partout, c'est les familles qui se montent sur scène. J'ai des photos de ma fille avec deux filles des autres personnes qui sont dans l'équipe, qui se mettent dans les projections d'images dans le Head and the Load en Allemagne. Et on a des enfants sur scène avec des projections. Donc, en fait, c'est l'équipe qui se met en scène et tout le monde permet ça parce que c'est une grande famille. Et quand je reviens en fait à l'histoire de Hans Spring et William Kentridge, c'est leur dévouement en fait à la communauté dans laquelle ils vivent, à faire travailler les artistes qui sont autour d'eux,
à les garder en perpétuité, à trouver le talent, la création de the Center for the Less Good Idea, c'est une façon aussi de mettre en avant l'art d'Afrique du Sud, de garder cette loyauté envers sa communauté. On voit les références, on voit ça, mais c'est au-delà des références, William Kentridge, et c'est ça qui est magnifique, c'est qu'évidemment c'est une œuvre qui est très cultivée, c'est une œuvre qui a de nombreux sous-couches archéologiques culturelles, mais en même temps c'est une œuvre très actuelle, une œuvre vibrante, une œuvre universelle, intemporelle, et qui touche quelle que soit votre culture, que vous soyez blanc, que vous soyez noir, que vous soyez européen, que vous soyez américain, que vous soyez africain, c'est quelque chose qui vous parle. Il aborde des sujets qui sont extrêmement douloureux, qui sont très durs, qui sont très lourds, en allant sur ces fractures de l'histoire, dans ces sujets parfois non dits ou non assumés, mais en même temps, il ne le fait jamais de manière violente ou il vous envoie dans la figure des choses juste pour vous asséner un peu des formes de vérité. Il le fait toujours justement avec une certaine fausse apparente désinvolture où l'humour devient un filtre pour dire des choses insupportables. Ce que je trouve très intéressant, c'est en effet une sorte de signature, c'est j'assume qui je suis. Mais en effet, une prise de position, j'assume, je suis comme ça. C'est aussi son côté acteur. Je manipule, je suis la marionnette qui touche tout, je suis là, ça vient de moi. Il y a aussi la présence du corps, la façon dont il danse, dont il bouge. Bon, le résultat de l'apprentissage de Coq, c'est sûr, on le voit très bien. C'est comme s'il revenait une espèce de frustration de ne pas avoir été sur scène et que du coup, il fait le professeur, il se dédouble. Comme Sarah l'a dit, il se dédoublait très bien dans ses dessins entre Félix tout nu, qui lui était tout nu à l'époque, et l'autre personnage, l'homme au cigare. Mais c'est vrai que c'est assez, je crois qu'on voit ça nulle part. Mais en même temps, c'est je est un autre. Hein, c'est que je suis là, j'assume, je signe, c'est moi, William Kentridge, avec ma personnalité, mon humanité. Ma femme vient me voir, ma femme me touche, tout ça est présent. C'est la vie de l'atelier, c'est l'artiste dans son studio. Je veux dire, les peintres ont pas arrêté de faire des autoportraits d'eux-mêmes dans leur studio. Lui, avec ses moyens, il est dans son studio et on voit le processus, on voit la machine aussi, d'une certaine façon. Donc, je trouve que c'est formidable. D'abord, ça nous donne, tous les gens qui le voient, même s'ils ne connaissent pas son travail, disent, mais l'homme a l'air tellement sympathique. Et il y a ça aussi, une espèce d'adhésion immédiate. Ça, je l'ai entendu de pas mal de visiteurs. Mais ce personnage, il a l'air tellement sympathique. Bon. Merci Sarah aussi pour nous avoir donné un petit peu les coulisses du travail avec William Kentridge. Merci Marie-Laure Bernadac, merci Sébastien Delot. Parce qu'avec les images et le montage, beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail à faire, oui.